Alors j'ai une première chose à dire qui me semble importante, j'ai un petit peu réfléchi à la question, c'est que l'histoire de l'univers qui englobe l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie et l'histoire de l'homme est une histoire de 14 milliards d'années. 14 milliards d'années. Et cette histoire-là montre finalement un passage d'une matière brute, d'une partie d'une matière brute à une matière vivante, et une partie d'une matière vivante à une matière pensante. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour notre propos? Ça veut dire que la vie, c'est-à-dire que l'animal, fait partie de ce grand ensemble et l'homme aussi. C'est une seule histoire avec une certaine homogénéité, c'est une seule succession. Dans cette même foulée, si j'ose dire, une autre chose me semble extrêmement importante, c'est le fait que pour le moment, la Terre est la seule planète qui est une biosphère. Une biosphère, c'est-à-dire une vie qui s'est installée entre un petit peu en dessus et un petit peu en dessous de la Terre. Et cette vie, c'est notre patrimoine. Cette vie est extraordinaire. Rien que sur le plan de cette existence, l'écologie, si j'ose dire, a sa raison d'être. C'est un trésor que cette vie. Cette vie dans cette diversité, cette vie dans son évolution, et cette vie aussi d'ailleurs dans ses extinctions et ses émergences et ses créations multiples. Dans la même foulée, je dirais aussi que cet ensemble-là est une succession de paradoxes. Alors ça, c'est ma petite tête qui a fabriqué ça, parce que comme je suis enseignant, je cherche des trucs pour que les auditeurs et les étudiants, en l'occurrence, les retiennent. Je pense que dans l'histoire de la matière brute, il y a un paradoxe qui est de plus en plus compliqué, mais de mieux en mieux organisé. Lorsqu'il s'agit de la matière vivante qui suit, c'est le paradoxe suivant qui s'ajoute au premier, c'est en ce qui concerne la vie, de plus en plus diversifiée, puisque la vie est extrêmement créatrice, et en même temps de plus en plus contrainte, puisque la vie est coincée dans son corset d'ADN, son corset d'hérédité, et qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi d'une certaine manière. C'est intéressant. Et quand on arrive à la matière pensante, à l'homme, eh bien l'homme ajoute à ces deux premiers paradoxes un autre qui est extrêmement important pour la suite, c'est une certaine liberté, de plus en plus de liberté, de plus en plus de liberté avec de plus en plus de connaissances d'ailleurs, et en même temps une responsabilité, au point que c'est même la responsabilité de sa propre liberté. Et ça, c'est quelquefois oublié. Donc c'est une succession de paradoxes qui va vers on ne sait quoi, mais en tout cas vers autre chose, puisque tout change tout le temps. Alors là, je ferai un agrandissement, si j'ose dire, sur une partie de cette histoire-là, une partie de cette généalogie. C'est une généalogie, et qui est la partie humaine, ça va de soi. Donc l'homme apparaît il y a 3 millions d'années, il apparaît de façon tout à fait claire, comme une réponse à une nécessité d'adaptation à un changement climatique. Réponse à une nécessité d'adaptation à un changement climatique qui est une sécheresse. Et cette adaptation, c'est un peu plus de cerveau, ce qui va lui faire d'ailleurs prendre conscience, si je peux dire, ou en tout cas un autre niveau de conscience, et une denture à manger de tout, c'est-à-dire à manger de la viande. Et à ce moment-là, 3 millions d'années seulement, on est parti à 14 milliards, 3 millions d'années seulement, à ce moment-là, l'homme agit comme les autres animaux. Les animaux de son entourage sont confrontés à la même sollicitation et du même coup sont bien obligés aussi de réagir pour survivre. Certains d'ailleurs ratent, les mastodontes par exemple s'éteignent, d'autres réussissent, mais d'autres réussissent d'une autre façon. Par exemple, le cheval, qui s'appelait avant Hyparion, au lieu de courir sur 3 doigts, va courir sur un doigt, c'est-à-dire beaucoup plus vite, parce que dans un milieu découvert, un milieu plus sec, on est plus exposé. L'éléphant va augmenter la taille de ses dents
parce que quand on mange des feuilles, on use moins ses dents que quand on mange de l'herbe. Et l'homme, de la même manière, va augmenter son cerveau pour avoir une stratégie aussi de défense, de fuite, d'échappatoire, et va se mettre à manger de la viande tout simplement parce qu'il n'y a plus suffisamment de végétaux. Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, 3 millions d'années, début de l'homme non seulement est issu du monde animal, mais il se comporte exactement comme les animaux. C'est une communauté, c'est un même destin, et à ce moment-là, l'environnement est subi par l'homme au même titre qu'il est subi par les autres éléments de cet écosystème. Il fait partie de l'écosystème. Et l'histoire de l'homme, donc les 3 derniers millions d'années qui nous occupent, c'est l'histoire de cet environnement subi et d'un homme chasseur, puisqu'il faut qu'il mange de la viande, non pas par gourmandise, mais par nécessité, après peut-être par gourmandise. Donc cette histoire-là commence par un équilibre entre l'homme et la nature, entre l'homme et son gibier. Je veux dire qu'il y a un respect, que toutes ces sociétés s'appuient sur le monde animal et respectent ce qu'il chasse. On sent que toutes les mythologies de ces longues années sont des mythologies, c'est-à-dire des systèmes d'établissement des sociétés qui s'installent sur un respect et encore une fois un environnement aujourd'hui qu'on appelle durable tout simplement. On peut puiser dans la nature est généreuse et tout se passe très bien jusqu'à ce qu'il y a 10 000 ans. Alors ce sont de grandes étapes, hein. Il y en a beaucoup d'autres entre les deux, mais quand même. Jusqu'à ce qu'il y a 10 000 ans, la dernière glaciation s'éteigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait moins froid, ça veut dire que le climat est plus tempéré, ça veut dire que certaines graminées poussent mieux, et comme certaines graminées poussent mieux, l'homme, au moins en certains endroits du monde, s'arrête pour les cueillir. Et à force de les cueillir, il va finir par les semer. Autrement dit, il s'installe à côté de son champ, ça va de soi. Et en même temps, il se rapproche de l'animal, qui devient un compagnon, qui devient domestiqué, et qui devient élevé. Autrement dit, l'homme dans sa petite maison, cette fois-ci c'est plus une tente, c'est plus du nomadisme, il a le champ à côté et les végétaux, il a l'animal à côté et la viande, et l'environnement est toujours durable. J'appellerais à ce moment-là, non pas cet environnement subi, mais cette fois un environnement conquis. Et toutes les mythologies de ces époques-là aussi s'appuient sur un bon équilibre entre l'homme, l'animal, compagnon et en même temps gibier. Mais c'est pas parce qu'on est gibier qu'on n'est pas respecté. C'est difficile à comprendre, mais c'est ainsi. Et là où ça se gâte, au sens propre, c'est pour une question de démographie pour moi. C'est une question de démographie humaine. C'est simplement au début du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'au début du XIXe siècle, pour la première fois, on a 1 milliard d'humains en même temps sur la Terre. Développement de la démographie, développement aussi des sciences et des technologies, et du même coup, production de masse et alimentation de masse. Alimentation de masse, et à ce moment-là, j'appelle ça l'environnement surpris, c'est une astuce, mais pardonnez-moi, environnement surpris parce qu'il est pris en excès, et surpris parce que c'est une surprise, c'est quelque chose de nouveau. Mais à ce moment-là, on n'en est pas conscient. On n'en est pas conscient et on pense encore que tout est durable, alors que tout a déjà basculé. Et l'histoire se poursuit, et ça ne s'arrange pas, puisque en 200 ans, en gros 1815, donc on est presque en 2015, en 200 ans, on passe d'1 milliard à 7 milliards d'individus. 1 milliard à 7 milliards. On a mis 3 millions d'années pour passer de quelques milliers d'humains à 1 milliard, et on met 200 ans pour passer d'1 milliard à 7 milliards. Ça ne peut pas se faire tout seul. Et depuis une cinquantaine d'années, donc dernière période, dont nous faisons partie, je l'appelle environnement compris. On a compris ça. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui. On a compris que
on était libre mais responsable, et la liberté, on l'a bien comprise, la responsabilité pas toujours. Donc on est là pour expliquer que c'est un même mot en quelque sorte, un même concept, liberté et responsabilité. C'est difficile, c'est difficile à faire saisir à tout le monde. Il y a quand même des inerties, des profits, une installation du monde qui ne peut pas se défaire de l'idée de base de l'exploitation de la Terre sans qu'on lui assène ces vérités-là. Ceci dit, depuis 50 ans, je pense qu'on a compris, je crois qu'on a compris, et en tout cas, cette exploitation de masse doit se faire avec le respect et la responsabilité dont on parle, d'où l'intérêt de prendre en considération l'animal comme il a été pris dans les sociétés au développement durable, mais d'un développement des plus durables, et il va falloir s'en rendre compte et faire ce qu'il faut pour qu'il le redevienne.